Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Ravi de l'animer avec Hugo. On attend évidemment, quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter, mais d'ici là, si vous voulez mettre en commentaire ou dans le chat, à droite, le fait que vous nous entendiez bien, n'hésitez pas. Ça nous permettra de nous assurer que techniquement, on est all set. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Super, merci. Super. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur ce chat ou l'onglet questions, peu importe. On a d'autres personnes de l'équipe EPSOR qui sont avec nous, non visibles à l'écran, mais qui sont avec nous notamment pour répondre à toutes vos questions. On va essayer d'en prendre le maximum en live puisque c'est plus interactif et plus sympa. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire usage de ce chat. On prendra toutes les questions et s'il y en a qu'on n'arrive pas à prendre, on y répondra peut-être dans un second temps. Absolument, et donc on a 45 minutes devant nous, donc on va essayer, comme le disait Hugo, de rendre l'échange le plus interactif possible. Mais dans tous les cas, vous aurez, accès, au replay. Il vous sera envoyé, automatiquement à la suite de ce webinaire, par mail. On se laisse encore une minute et on y va, Hugo? Ouais, parfait. Bon, je vois qu'on est déjà une trentaine de participants. Super. Bon, bah, on commence, Élise? Ça te C'est va? parti. Super. Encore une fois, bonjour à tous. Merci d'être là. On va parler aujourd'hui d'épargne salariale et retraite. C'est pas vraiment une surprise. C'est un moment propice puisque, c'est la semaine de l'épargne, salariale en ce moment. Donc il y a pas mal de webinars et de formats un peu similaires qui fleurissent. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix avec Élise de vous parler d'épargne salariale et retraite avec une approche un petit peu différente. Je pense que vous pouvez trouver pas mal d'autres webinars faits par d'autres acteurs qui vont aborder l'angle, on va dire, classique. Aujourd'hui, le parti pris qu'on a pris, c'était d'en parler sous l'angle un petit peu impact, de comment mesurer un petit peu mieux l'impact de votre dispositif, comment en faire un vrai outil d'engagement, que ce soit pour vous, en entreprise ou pour vos salariés. Et l'idée, c'était de vous parler sous cet angle-là, parce que c'est un angle très cher chez Epsor que nous poursuivons sous bien des aspects. Petite présentation, on l'a fait en début de webinaire, mais je suis accompagné d'Élise aujourd'hui, qui du coup est directrice commerciale chez nous, arrivée peu de temps après moi, donc ça fait à peu près 4 ans, je dirais, Elise, que tu es chez Epsor. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose? Non, non, ravi d'animer ce webinaire, et en effet, vous devez, dû avoir quelques échanges avec nous, en tant que partenaire, client, prospect, et cetera, et vous savez à quel point, l'ADN Impact, fait partie de notre proposition de valeur. Donc ravi d'animer cet, échange aujourd'hui avec toi, Hugo, et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez en tête. Super. Et donc pour ma part, Hugo, idem, donc ça fait à peu près 4 ans que je suis chez Epsor. Je travaille dans une équipe notamment avec laquelle on explore les chantiers, on va dire sur l'ISR et puis, sur, comment faire d'Epsor un employeur et un partenaire, engagé. Donc c'est aussi la raison de ma présence et de mon intervention aujourd'hui, puisqu'on va beaucoup parler, d'ISR, de comment faire de l'épargne salariale un levier, d'engagement, notamment en faveur de l'environnement, puisque c'est un petit peu la niche qui nous plaît le plus de poursuivre chez Epsor. Et du coup, l'idée avant de passer à notre cœur de sujet, c'est de juste vous dire quelques mots sur Epsor. Epsor, est donc une entreprise à mission et d'ailleurs le seul acteur en épargne salariale et retraite qui est entreprise à mission. Entreprise à mission, je pense que beaucoup d'entre vous doivent être familiers avec ce nouveau statut, mais je vais quand même en dire 2 mots. C'est un statut qui a été instauré par la loi Pacte, donc en 2019. C'est un statut qui permet à l'entreprise qui s'oriente dans cette direction d'officialiser, on va dire, le fait de se doter d'objectifs environnementaux, sociaux, sociétaux, en plus de son objet économique, naturel que
dont toutes les entreprises disposent et d'inscrire ça dans ses statuts. Donc c'est un petit peu l'officialisation d'engagements qui sont pris par l'entreprise. Ça va un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin que de la promesse qui pourrait s'assimiler à de la promesse marketing, puisque c'est inscrit dans les statuts. L'entreprise est soumise à une obligation de moyens, est soumis à un suivi assez important, notamment au travers d'un comité de mission, au travers d'audits réguliers d'organismes tiers indépendants. Et donc, Epsor est entreprise à mission depuis la mi-année 2022. On s'est doté d'une raison d'être qui est celle que vous voyez à l'écran, hein, guider et éclairer les épargnants d'aujourd'hui dans l'intérêt de demain, et qui est déclinée en 5 missions. Elle-même, je ne l'ai pas affiché à l'écran pour que ce soit pas trop lourd, mais elle-même sous-déclinée en objectifs et en indicateurs clés. Donc les 5 missions, vous les voyez à l'écran. S'il n'y en a qu'une seule dont j'aimerais parler aujourd'hui pour faire le lien avec la thématique du webinaire, c'est notre 4e mission sur le fait de participer à la transition vers un monde plus responsable et plus solidaire. Pour vous illustrer un petit peu ce que ça veut dire finalement être entreprise à mission et avoir ce genre de mission inscrit dans ses statuts. Aujourd'hui, nous, pour vous citer 2 exemples d'indicateurs et d'objectifs qu'on se donne sur cette mission-là. Par exemple, à horizon 2025, on souhaite que 65 de l'épargne qui est placée par nos épargnants chez Epsor soit placée sur des fonds d'investissement socialement responsables, et 25 de cette épargne soit placée sur ce qu'on appelle des fonds article 9. Donc article 9, c'est une nouvelle réglementation, et un fonds article 9, c'est un fonds qui détient un objectif de durabilité. Et aujourd'hui, c'est considéré comme la réglementation la plus stricte en matière d'investissement responsable. Et donc, c'est pour ça qu'on se fixe ces ambitions. Donc, en plus d'être entreprise à mission, on va dire que le motto d'Epsor, notre raison d'être, c'est d'être l'épargne des salariés, conçue avec les salariés pour les salariés. Je vais passer assez rapidement sur cette slide, mais toute notre trajectoire depuis la création d'Epsor en 2018, toutes les innovations qu'on a essayé d'apporter sur ce marché le montrent. On a été, par exemple, la première société à proposer un robot advisor. Un robot advisor, c'est au travers d'une interface et d'une expérience utilisateur pouvoir proposer une allocation d'investissement aux épargnants, quelque chose de très clé en main pour que les épargnants puissent faire leur choix en toute simplicité. Ça, on le fait depuis 2018, et c'est marrant puisque c'est quelque chose qu'on commence seulement à voir fleurir auprès des autres acteurs, pardon, depuis 2022 et plus récemment encore en 2023. Et donc, on a été un petit peu pionnier sur cet aspect-là. Et je vais en citer un autre. En 2021, pour compléter ce robot advisor, on a été les premiers à lancer un service de coaching financier. Nos coachs financiers, ce sont finalement de vrais CGP et anciens banquiers privés qui sont accrédités, formés et qui ont la légitimité pour aller prodiguer du conseil financier. C'est une activité très encadrée et qui vient donc compléter le volet digital du robot advisor par une approche très humaine et qui permet d'aborder tous les aspects de l'épargne, qu'il s'agisse de fiscalité, qu'il s'agisse de répartition de mes placements, qu'il s'agisse de transmission, etc. Donc, de vrais efforts d'innovation en faveur des salariés toujours, pour que l'épargne puisse être un outil pour eux à la fois d'engagement, mais aussi de réalisation de projets de vie. Et du coup, le cœur du sujet et l'agenda du jour, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'était de parler d'épargne salariale et retraite avec une approche un petit peu moins conventionnelle, de vous parler d'impact environnemental, de vous montrer comment vous pouvez faire de votre dispositif d'épargne salariale un vrai levier de votre stratégie RSE, et comment on peut permettre, en choisissant bien son prestataire, de permettre à ses salariés finalement de faire des choix éclairés et qui vont participer activement à la transition écologique qu'on sait nécessaire dans les prochaines années. Et puis on finira par une conclusion sur si c'est des sujets d'intérêt pour vous et si vous souhaitez aller plus loin, comment Epsor en particulier peut vous accompagner, notamment pour challenger votre dispositif actuel et votre prestataire. Élise, je te passe la main. Parfait. Merci Hugo et Étienne, j'ai bien vu votre question. Je pense que le plus efficace, ce soit que Hugo y réponde, en lançant la deuxième partie. Donc ça implique un petit suspense, mais, on va très rapidement, pouvoir vous en dire un petit peu plus, et c'est en effet une question, très très pertinente.
Donc en effet, l'objectif, en introduction, c'est de vous, de reprendre un peu la base de l'épargne salariale, de ce dispositif qui est, ô combien, vertueux pour l'entreprise, mais également pour le salarié et de réfléchir ensemble aux différents, enjeux, et quels sont les leviers que vous avez en tant que, décisionnaire, direction, dans l'utilisation de cet avantage, au sein des différents avantages, sociaux que vous pouvez proposer à vos salariés. Donc les enjeux autour de ces dispositifs, ils sont doubles. Premièrement, c'est donc d'offrir, plus de pouvoir d'achat, à vos salariés et on sait à quel point c'est un sujet, d'actualité, en ce moment. Donc de pouvoir, leur, offrir un complément, de rémunération, mais également de booster votre marque employeur. L'épargne salariale, au sens large, nous, on travaille dans ce secteur depuis, 4 ans, comme le disait Hugo, mais pour vous donner quelques chiffres, pour que vous ayez des ordres de grandeur, ça représente, au total, aux alentours de 160 000 000 d'euros sur la France. Oui, de toute façon, c'est un avantage, franco-français, mais ce qui représente donc une épargne, au global, pour, les salariés, français, de 160 000 000 d'euros, donc un avantage, très généreux, très déployé, qui concerne une grande majorité des entreprises françaises et finalement, qui vous allez le voir, peut avoir un impact assez notable et c'est pour vous donner, conscience de cet impact qu'on vous donne aussi ces ordres de grandeur en introduction. Pour une entreprise aux alentours de 500 salariés, qui va être amenée, à verser, une prime de 2 000, je pense qu'il y a un slide qui a sauté. Et ce qu'on voulait dire, c'était que, en moyenne, une entreprise allait verser aux alentours de 2 400 €, par salarié pour vous donner quelques éléments de benchmark. C'est toujours des benchmarks, très généraux, pardon, puisqu'en effet, on ne prend pas en compte forcément toutes les typologies d'entreprises et cetera, mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Et si on prend une entreprise de 500 salariés, ça représente une enveloppe annuelle aux alentours de 1,2 million d'euros qui va être distribuée aux salariés de l'entreprise. Donc bon, vous en fonction, vous, de l'entreprise dans laquelle, vous travaillez et de vos différents enjeux, cette enveloppe, elle peut être plus ou moins généreuse, mais l'idée, c'était de vous donner, un premier ordre de grandeur pour vous montrer à quel point, finalement, ce budget représente un budget important dans la politique de rémunération, offerte par l'entreprise. Ça représente un budget important à valoriser auprès de vos salariés et un budget qui peut avoir donc des impacts, que je vais également vous présenter, importants en termes d'impacts environnementaux. Je ne sais pas si ces ordres de grandeur, sont pertinents par rapport à la taille et la typologie d'entreprise dans lesquelles vous évoluez, mais prenez plutôt l'image, assez globale. Cet impact, environnemental dont je vous parlais, comment il se caractérise, au niveau, de l'impact environnemental? On a fait une estimation aux alentours de 3 000 tonnes de CO2, par an qui vont être émis, par le dispositif. Alors vous devez un petit peu demander, voilà, comment on est à calculer, tous ces chiffres, mais c'est, aussi bien, c'est des réflexions qu'il faut avoir aussi bien sur des produits d'épargne collective, que vous pouvez distribuer, au niveau de l'entreprise, que sur des produits, d'épargne individuelle. Vous connaissez peut-être, des Greengot, des, Helios et cetera, qui sont des banques, particulièrement engagées sur des produits individuels. Ben nous, on essaie de vous donner une vision, équivalente sur des produits d'épargne collective. Donc avec, une moyenne de 500 salariés et une moyenne de 16 000 € par, salarié sur leur PE et leur PER collectif, on estime aux alentours donc de 3 300 € de tonnes, de CO2 émis par an. Je ne sais pas à quel point vous aviez, potentiellement conscience de l'impact de ces investissements et des choix de placement de vos collaborateurs, sur cette métrique, mais il est, de taille et on s'est, permis de vous donner un équivalent, un petit peu plus pédagogique parce que finalement, seuls, les plus experts d'entre nous peuvent comprendre cette slide et on en a conscience et vous savez à quel point la pédagogie est un élément, fondateur de la proposition de valeur d'Epsor. Mais ces 3 000 tonnes, représentent finalement, sans aller-retour, Paris-New York, en avion, sur une ligne commerciale, classique ou sinon, 1 500, voitures de fonction. On fait souvent le parallèle avec les flottes automobiles, des entreprises qui sont souvent un levier et un objectif RSE assez important, sur lequel, vous allez être amenés à travailler avec votre département, RSE pour, l'électrifier et cetera. Finalement,
en plus de ces voitures de fonction, en plus de la politique de déplacement de l'entreprise, finalement, votre dispositif d'épargne salariale est lui aussi un levier, d'économie, et un levier à activer pour aligner votre stratégie, RH avec la stratégie, RSE de l'entreprise. Donc in fine, vous avez compris où est-ce qu'on voulait, vous amener, aujourd'hui. C'était pour vous dire que finalement, votre dispositif d'épargne salariale en tant qu'avantage, il va finalement, répondre à 3 différents objectifs. Les 2 premiers, évoqués, en introduction qui sont le fait d'aller offrir, plus de pouvoir d'achat à vos salariés. Également de travailler, sur votre, employabilité, votre marque employeur et vous différencier, de vos concurrents. Mais également et surtout, si vous l'utilisez de la bonne manière et c'est exactement, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, votre dispositif peut également vous permettre d'être aligné avec votre stratégie RSE, d'en faire un pilier de votre stratégie RSE et de pouvoir, dans un second temps également en mesurer, les impacts. Pour cela, comment on peut un petit peu le décomposer, et vous permettre de comprendre un peu plus concrètement, quels vont être les différents, leviers et impacts que vous allez pouvoir, activer en tant que direction, RH ou direction, financière. Donc, vous allez pouvoir travailler sur les enjeux de gouvernance. Donc, Hugo en parlait en introduction et ça fait partie, de nos différentes, missions de par notre statut, de venir démocratiser le partage de la valeur. Mais donc il y a un vrai enjeu de gouvernance. Il y a également des enjeux au niveau des collaborateurs. On parlait, de marque employeur, mais il y a également, une façon de venir leur offrir, plus de pédagogie, plus de conseils pour leur permettre d'orienter leurs investissements sur des supports de placement qui sont, cohérents par rapport, à leurs ambitions et à leurs appétences, donc on va pouvoir en reparler. Il y a également un enjeu lié, au choix du prestataire, ou du partenaire en fonction de la typologie de vocabulaire que vous préférez. Mais nous, en tout cas au niveau des PSOR, on voit souvent qu'on va être sollicité dans une réflexion, plus d'achat responsable et de comment, s'assurer que les partenaires qui sont sélectionnés, sont des partenaires engagés, en plus de leurs produits, qu'en tant qu'entreprise, ce soit aussi des bons acteurs sur ces thématiques-là. Et enfin, le dernier pilier et le pilier qui va le plus nous interroger aujourd'hui, les enjeux environnementaux et comment, avec, le bon dispositif et la bonne approche, vous allez pouvoir également réduire l'impact de votre dispositif, sur les différents, piliers dont parlait, Hugo en introduction. Donc vaste programme, et étant expert justement de ces avantages sociaux et de la déclinaison, on a finalement une vision, très globale, des différents leviers qui s'offrent à vous. Aujourd'hui, on fait le choix de parler, en particulier des enjeux environnementaux, mais n'hésitez pas si vous avez des questions plus globales sur ces 4 piliers évidemment. Dernier constat, pour lier finalement, ces différents, éléments à des statistiques et pour vous montrer que c'est pas la simple conviction des PSOR, mais c'est, évidemment un constat, partagé, par de nombreux, collaborateurs et sûrement les vôtres. On aime bien parler de cette étude IFOP qui précise que 6 Français sur 10 veulent avoir de l'impact avec leur placement, et nous on le voit beaucoup dans les échanges qu'on a avec, nos épargnants. J'étais encore en présentation, salariés la semaine dernière et on nous demande, concrètement, dans quoi j'investis, si je sélectionne ce fonds, quels outils, j'ai à ma disposition pour avoir, plus de transparence, plus de pédagogie. Donc et ça va évidemment enfin, c'est la force des choses, mais les Français veulent avoir plus d'impact et c'est sûrement des remontées que vous pourriez avoir, avec vos élus, ou avec vos salariés en échangeant, là-dessus. Donc la question et tout le positionnement des PSOR, c'est justement de se demander comment je peux offrir, plus d'impact, et plus de transparence, à mes salariés dans leur choix de placement? Et ça nous donne, enfin, ça fait un lien et notamment avec la question posée en introduction sur, finalement donc, je veux offrir plus de transparence à mes salariés, mais, sur quel placement je vais les conseiller et les ventiler? Et c'est toute la grande question des labellisations et on va pouvoir, en reparler, avec Hugo. Mais c'est, ce besoin d'aller offrir, des gammes de fonds qui sont justement, plus labellisées, plus contrôlées, et là où la politique RSE, enfin ESG est beaucoup plus monitorée et ça se fait, notamment, par différents, labels,
Hem et pour autant, on sait que ça peut être aussi, des labels qui peuvent être parfois assez, décriés. 80 des fonds labellisés intègrent, le secteur des énergies fossiles. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est pas à moi de vous le présenter aujourd'hui, mais c'est plutôt, notre rôle en tant que partenaire, du dispositif, d'aller apporter toute la transparence nécessaire pour que vos salariés puissent faire, des choix éclairés. Hugo, je te laisse la main. Merci pour votre attention. Merci Élise. Je vais commencer par répondre à 2 questions du coup qui sont arrivées entre-temps dans le chat. Alors, il y en avait une sur laquelle je veux revenir, d'Étienne sur, donc les fonds article 9 dans lesquels on propose d'investir. Thomas a fait une première réponse. Effectivement, aujourd'hui, bon, voilà, cette slide ne ressort pas bien, mais cette slide était censée montrer qu'on travaille avec de nombreux partenaires sociétés de gestion. C'est le principe qui est à la base même du fonctionnement d'EPSOR en matière d'offres financières, c'est qu'on fonctionne ce qu'on appelle en architecture ouverte. On a une indépendance totale, c'est-à-dire qu'on n'est pas société de gestion nous-mêmes, donc on n'avons pas d'intérêt à proposer un fonds en particulier, si ce n'est sa pertinence dans une offre financière, que ce soit une pertinence jugée sous l'angle financier ou extra-financier. Donc on travaille avec aujourd'hui une vingtaine de sociétés de gestion partenaires. Ça passe par les plus grandes sociétés de gestion de la place, hein, Lazare, Rothschild, également Amundi que vous citiez. Et c'est même la preuve un petit peu de notre indépendance dans la mesure où Amundi est certes un très bon asset manager, mais c'est aussi un concurrent, on va dire, en matière d'épargne salariale et retraite. Et pour autant, on ne s'interdit pas de les référencer dans notre offre dans la mesure où on trouve que certains de leurs fonds sont très pertinents sur une thématique donnée. Donc ça, c'est pour le principe global de l'architecture ouverte. Et du coup, effectivement, sur les fonds article 9 qu'on référence, on va les sourcer auprès de ces partenaires. Aujourd'hui, on en a plusieurs. Hein. On en a qu'on va, comme le disait Thomas, hein, qu'on va chercher chez alors Lixor, qui est une ancienne marque qui a été effectivement rachetée par Amundi. Donc par absorption, on a un fonds Amundi qui est un fonds, par exemple, Lixor Green Bond indiciel, donc un fonds qui va financer des obligations vertes uniquement, qui est en plus d'être article 9, pardon, qui est labellisé Greenfin, qui est un des labels aujourd'hui les plus exigeants. Et à côté de ça, on a aussi la Banque Postale Asset Management sur le fonds LBPAM Human Rights. On a aussi la financière de l'échiquier avec qui on aime beaucoup travailler, notamment son fonds Positive Impact. Et on reviendra un petit peu plus loin sur la financière de l'échiquier puisqu'on a effectivement réalisé un nouveau partenaire avec eux pour designer un nouveau fonds, on va dire. Et on a aussi des fonds article 9 de Edmond Rothschild, de Ophi et encore d'autres sociétés de gestion. Donc l'idée, c'est au travers d'une politique de sélection qu'on a en interne qui vise à agréger à la fois une analyse quantitative financière, mais aussi extra-financière, d'aller ajouter des briques de gestion dans les offres de nos clients qui répondent à leurs objectifs. L'idée est d'avoir une proposition de base, mais d'être aussi capable de la faire évoluer pour qu'elle réponde de plus près à vos souhaits en tant qu'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez lui donner une coloration particulièrement engagée ou non? Est-ce que les préoccupations, par exemple, de vos partenaires sociaux sont plutôt l'impact environnemental ou plutôt la performance financière pure? Donc voilà comment on est capable de travailler. J'espère que ça répond un petit peu à votre question. Et vous m'avez pas forcément répondu à ma question où je vous demandais si le fait que vous citiez Amundi était lié au fait que Amundi a déclassé une grosse partie de ses fonds article 9 en 2022. Si c'est le cas, effectivement, petite ouverture qui est intéressante peut-être à faire. La réglementation SFDR est encore une réglementation, on va dire, jeune dans son implémentation, encore, on va dire, en cours de précision. Les textes disent certaines choses, mais sont muets sur d'autres aspects. Et l'idée, c'est que elle va encore se préciser, se clarifier dans les mois et les années à venir, et notamment qui peut déterminer si un fonds est article 9 ou non, quelles sont les obligations qui vont en face. Et ce qu'on a observé, c'est que au moment de son entrée en application, de nombreux asset managers, de nombreuses sociétés de gestion ont proclamé qu'une grande partie de leurs fonds étaient article 9, et que depuis, il y a eu un beau retour en arrière. C'est notamment quelque chose, et là je fais un petit spoiler, mais qu'on va aborder dans notre étude annuelle sur les fonds responsables du marché action français. C'est une observation qu'on a fait, qu'il y a un net retrait du nombre de fonds et donc des encours sous gestion sur ces fonds article 9, et qu'en conséquence, on estime que c'est la conséquence d'une clarification progressive de la loi et du fait que certains asset managers s'étaient vus un petit peu plus beaux que ce qu'ils n'étaient et que leurs fonds ne sont pas si engagés que ça. Puisque je le rappelle, et je terminerai ici pour pas
pour pas accaparer tout le temps, mais un fonds article 9 se doit d'avoir un objectif de durabilité. Il y en a plusieurs qui sont édictés par la loi, et sans objectif de durabilité, on n'est pas un fonds article 9. Un fonds article 8, quant à lui, étant un fonds qui intègre des critères ESG. Donc ça, c'était pour la réponse à votre question, Étienne. J'espère y avoir répondu complètement. Et Alex Materne a aussi proposé une question sur le fait de référencer des FCPR. Alors, je vous ai répondu par écrit sur le fait que c'est possible de référencer des FCPR, pas dans un PE, mais dans un PER. Chez Epsor, nous l'avons fait depuis que c'est possible, puisque c'est une possibilité qui a été introduite à nouveau par la loi Pacte. C'est quelque chose que nous avons fait 2 fois depuis 2019, en partenariat à chaque fois avec BPI France. C'est des fonds qui, effectivement, allaient investir dans des PME françaises et européennes. Alors, c'était des fonds un petit peu particuliers, puisque c'était des fonds dont la période de souscription était limitée dans le temps. Mais donc on a vocation, on l'a fait, on a vocation à le refaire dans le temps. Et effectivement, on trouve que ça permet d'accéder à un tissu d'entreprise qui est différent. Néanmoins, pour revenir sur votre question, je pense que certaines entreprises cotées, et c'est peut-être ça fera l'objet de la transition vers la suite de la présentation, mais certaines entreprises cotées sont quand même hyper innovantes en matière de transition écologique, notamment, et d'énergie renouvelable en particulier, c'est ce que vous citiez. Et donc, je ne perds pas espoir au fait qu'on peut référencer des FCPE classiques ou des SICAV classiques qui investissent dans des sociétés cotées et qui permettent à l'épargnant, finalement, d'être exposé quand même à des sociétés innovantes ou en tout cas qui sont hyper engagées dans la transition écologique. Donc ça, c'était pour vous apporter une réponse que j'espère la plus complète. Je vais continuer du coup et je m'arrêterai si je vois qu'il y a d'autres questions qui apparaissent. Donc pour prendre le relais d'Élise, nous chez Epsor, la manière dont on adresse ce sujet et l'espèce d'innovation qu'on a essayé d'apporter sur cette dimension impact et notamment impact environnemental. Dès 2020, donc peu après avoir proposé un robot advisor, on a intégré dans ce robot advisor ce qu'on appelle des profils 100% ISR. Donc ça permettait aux épargnants qui le souhaitaient d'aller choisir expressément cette thématique au moment de leur inscription sur la plateforme Epsor et ainsi de se voir proposer des allocations qui allaient investir exclusivement dans des fonds socialement responsables. Donc ça a été notre première démarche. On s'est rapidement rendu compte finalement que c'était une démarche qui n'était pas suffisamment aboutie, notamment parce que le fait que derrière les labels, parfois se cachent des fonds certes engagés d'une part, mais parfois un petit peu moins engagés d'autre part. C'est quelque chose qui a mis en lumière notre étude qu'on a fait en 2022 et qui est le troisième encadré sur cette slide. Et sur la base de ce constat qu'on a fait en ouvrant le capot de l'ensemble des fonds actions distribués en France, on s'est rendu compte que le label, et notamment le label ISR, n'était pas forcément un gage d'engagement. Et donc, ça nous a permis, d'affiner ce qu'on appelle notre politique de sélection, donc d'être plus exigeant, en ne regardant notamment pas uniquement que les labels, mais aussi en regardant des sous-indicateurs que peuvent être la présence dans le portefeuille d'entreprises qui financent ce qu'on appelle des solutions durables, l'exposition aux énergies fossiles, car on sait qu'aujourd'hui, le label ISR n'exclut pas les énergies fossiles, comme l'a rappelé Élise. Donc voilà, cette étude nous a permis de beaucoup progresser en tant qu'acteurs engagés devant proposer des solutions financières. Ça nous a aussi amené à apporter beaucoup plus de transparence sur les fonds que nous distribuons. Et la même année, on a publié un outil qu'on appelle l'outil Impact, qui permet sur les fonds que nous proposons à nos épargnants de les passer au radar, de leur donner une note de 0 à 100, ce qu'on appelle le score Impact, qui traduit de leur engagement en faveur de la transition écologique notamment, mais qui permet aussi de faire preuve d'une grande transparence sur les entreprises financées, les secteurs financés, les labels dont bénéficie le fonds, potentiellement les secteurs exclus, parce qu'on sait qu'il y a quelques secteurs qui sont controversés et vers lesquels les épargnants ne souhaitent pas forcément aller, et qui aussi faisait une part belle à un mot de notre direction des investissements sur la raison pour laquelle on a sélectionné ces fonds. Donc, première étape, proposer des profils 100% ISR. Deuxième étape, devenir un petit peu plus mature sur ce marché ISR et se faire des vraies convictions sur quels sont les bons fonds parmi des fonds labellisés qu'on pourrait mettre tous sur le même pied d'égalité, mais ce n'est pas le cas. Troisième étape, plus de transparence. Et enfin, dernière étape, et c'est un petit peu l'objet de la suite de la présentation, c'est une fois qu'on a regardé le marché, qu'on sait un petit peu mieux de quoi il est composé, c'est faire le constat qu'il n'existe pas forcément toutes les briques de gestion qu'on souhaiterait proposer à des clients qui nous rejoindraient demain. Et du coup, c'est d'aller un petit peu plus loin, notamment en partenariat avec la financière de l'échiquier, pour créer des supports d'investissement de toutes pièces, finalement faire preuve un petit peu d'ingénierie financière pour créer quelque chose qui n'existe pas sur le marché et aller un petit peu plus loin dans l'engagement.
Je m'arrête puisque je crois voir une question d'Eric. Comment proposer vos fonds, votre solution lorsque nous passons par une banque type Natixis pour gérer notre PE? Alors, 2 parties de réponse. Si vous souhaitez rester chez Natixis, vous pouvez les encourager à, faire de l'architecture ouverte comme Epsor et à aller, sélectionner des fonds qui auraient pu retenir vos préférences, encore une fois, soit en matière de performance financière ou de performance extra-financière et du coup leur demander de proposer ce qu'on appelle de l'architecture ouverte. Aujourd'hui, Natixis en particulier a, pas mal de sociétés de gestion en portefeuille, parfois est capable de faire de l'architecture ouverte, mais c'est quand même assez rare. Donc ça, c'était pour, la réponse, de la 1re partie de réponse. La deuxième partie de réponse, c'est effectivement de passer chez Epsor, qui est le seul vrai acteur qui fait de l'architecture ouverte en direct. Pour être tout à fait, fair par rapport à la concurrence, il y a aussi RS qui fait de l'architecture ouverte, mais c'est indirect puisqu'ils packagent eux-mêmes des fonds de fonds. Donc d'après nous, ça apporte un petit peu une superposition de frais et un manque de transparence. Donc on est les seuls à proposer de l'architecture ouverte en direct et du coup, bah, si vous voulez vraiment challenger, votre gamme, bénéficier du meilleur de ce qui se fait sur le marché, d'aller travailler avec un ensemble de partenaires pour diversifier les risques, les thématiques et cetera, j'ai envie de dire que la seule solution aujourd'hui est peut-être de passer par Epsor. Et peut-être juste, je précise un dernier point. Ce projet, il peut être, porté, à différents niveaux de l'entreprise. Comme on vous le disait, on est là depuis quelques années, donc on a quand même une bonne connaissance de nos différents, succès commerciaux, on va dire et parfois, la volonté d'aller, «verdir» entre guillemets la gamme, elle va venir, des élus ou du conseil de surveillance ou de vos organisations syndicales. Parfois, ça va plutôt être, une réflexion portée au niveau de la des ressources humaines ou de la direction financière et parfois en effet, de la direction, RSE, qui identifie, cette, thématique comme, un projet d'entreprise à faire évoluer, à challenger. Donc en fait, chacun à son niveau dans l'entreprise peut être à l'initiative de ces réflexions. Après il faut, mettre les bonnes personnes autour de la table et ça c'est finalement de notre côté aussi et notre expérience qui pourra vous aider, côté Epsor. Mais en tout cas, à tous les niveaux de l'entreprise, vous pouvez venir, challenger ce prestataire et questionner comment offrir, un dispositif beaucoup plus aligné avec, vos convictions et la stratégie de l'entreprise, en niveau RSE. Tu es en mute, Hugo et il y a une dernière une nouvelle question, d'Alex. Oui, j'ai effectivement vu votre question. J'ai, Thomas qui est en backstage, on va dire, va y répondre. On s'est mis d'accord pour qu'il puisse y apporter une réponse de telle manière à ce que je puisse avancer un petit peu dans la présentation, puisque j'ai été très volubile, sur les précédentes questions et qu'il me reste encore 2-3 slides. Mais vous inquiétez pas, on va essayer d'y répondre. Encore une fois, Thomas, normalement, est en train de préparer la réponse. Donc, comme je le disais pour clôturer cette slide, après avoir proposé des allocations 100% ISR, mener une étude qui permet d'ouvrir le ventre du marché et apporter plus de transparence. Cette année, on est allé un petit peu plus loin en proposant, en allant plus loin dans l'ingénierie financière et en designant un nouveau support d'investissement. J'ai pas le droit de dire qu'on a lancé un fonds puisque, la stratégie d'investissement, existait déjà, mais on a lancé une nouvelle part, pour être très précis, d'un fonds qui existait déjà chez la financière de l'Échiquier. Et pourquoi on a fait ça? L'idée, c'est de se dire, il y a quand même assez peu de fonds, en tout cas en épargne salariale. C'est un petit peu moins vrai dans les fonds qui sont pas compatibles épargne salariale et notamment des fonds luxembourgeois qui sont, probablement les véhicules les plus diffusés aujourd'hui. Mais, il y a assez peu de fonds qui ont comme objectif précis, de proposer des investissements qui sont, notamment compatibles avec la trajectoire voulue par les accords de Paris et notamment une trajectoire de réchauffement. Ce qu'on voit ici et je vais pas rester trop de temps sur le côté un petit peu technique, mais, le groupement du GIEC, qui est un groupement d'experts qui publie, de nombreuses publications, en faveur de l'étude, des phénomènes, climatiques et de la transition écologique, le dit, il y a plusieurs scénarios qui «s'offrent à nous» entre guillemets, mais qui pourraient, se produire dans les prochaines décennies. Des scénarios assez pessimistes avec, un réchauffement qui serait très intense et notamment un réchauffement qui serait supérieur à 3,5 degrés, qui aurait les conséquences qui sont, notamment, hein, puisqu'il y en a des bien plus, il y en a des on va repasser sur la slide d'avant. Il y en a des bien plus,
enfin des divers et des variés, mais un réchauffement important, ça menace, des milliards de personnes, sur la planète, pour, tout un tas de raisons. Ça rend des zones entières, inhabitables et ça a forcément un impact, sur le côté, diversité et sur le côté habitabilité encore une fois de la planète. Alors que la trajectoire qui est recherchée, je pense qu'on entend beaucoup parler de cette trajectoire, 2 degrés et même plus récemment, on a tendance à plutôt raisonner à 1,5 degré. Et que pour y parvenir, on sait que le GIEC nous dit 2 choses, c'est qu'on a 2 leviers majeurs et qui sont finalement assez simples et les complémentaires, l'un avec l'autre. C'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à nos activités, aux activités humaines de production et d'autre part, d'essayer d'augmenter, la séquestration encore une fois, de gaz à effet de serre dans ce qu'on appelle des puits biologiques ou technologiques et donc contribuer au financement de projets. Pourquoi je vous parle de ces 2 leviers? Parce que c'est du coup les 2 leviers sur lesquels on va travailler au travers de ce nouveau fonds, qu'on c'est pas un nouveau fonds, pardon, il faut que cette nouvelle part que nous avons, lancée depuis début 2023. C'est donc une stratégie, d'investissement qui était d'ores et déjà proposée par la financière de l'échiquier qui s'appelle, donc, vous le voyez à l'écran, hein, Climat et biodiversité Europe. C'est une stratégie qui investit, dans 3 typologies, d'entreprises, des typologies, ce qu'on appelle une poche solution. Donc c'est des entreprises qui contribuent fortement et positivement aux objectifs de développement durable de l'ONU. Il y a une deuxième poche qui est une poche, des entreprises pionnières. Donc c'est les entreprises les plus engagées de leur secteur, les plus engagées en faveur, encore une fois, de la transition, énergétique et de la préservation de la biodiversité, puisque c'est la thématique du fonds. Et enfin, une troisième poche qui est une poche transition, c'est, des entreprises qui ne sont pas forcément, de par, leur cœur d'activité, positionnés sur des activités qui sont très favorables, à la biodiversité et à la transition énergétique et à la transition écologique, mais qui en revanche, ont présenté, un plan, très ambitieux pour s'inscrire dans cette transition, puisque la transition, ce n'est malheureusement pas que des nouvelles entreprises qui vont voir le jour et qui vont changer la face du monde. Il va aussi falloir accompagner les entreprises d'aujourd'hui dans leur transition pour faire en sorte que leur modèle économique et leurs objectifs soient plus vertueux. Donc c'est, la combinaison de ces 3 poches d'entreprises dans lesquelles, va investir le fonds et à cela, on a rajouté un mécanisme qu'on appelle de contribution carbone. Alors là, il faut faire attention aux mots qu'on utilise puisque l'ADEME, qui est notamment, l'organisme qui surveille un petit peu ces initiatives-là, est très attentif à ce qu'on ne fasse pas de greenwashing. On ne peut pas parler, par exemple, de compensation carbone, pardon, on parle de contribution carbone et l'idée est de dire, c'est que quand vous investissez dans ce fonds, il y a une partie de la performance qui est prélevée pour aller, financer des projets, notamment de préservation des écosystèmes forestiers ou de reforestation. Cette part qui est prélevée, elle est cofinancée à la fois par l'épargnant, par Epsor et par la société de gestion partenaire, donc par, la financière de l'échiquier et donc ce mécanisme est un mécanisme unique puisqu'il allie, des investissements qui sont eux-mêmes vertueux et une contribution pardon, carbone par ailleurs. Donc ça appuie sur les 2 leviers qui sont, proposés par le GIEC, notamment pour, répondre aux enjeux de transition, écologique. Je m'arrête un petit peu pour voir s'il y a des nouvelles questions. Je vois bon, pas forcément encore de réponse à Alex, donc j'encourage Thomas à y apporter une réponse. Je vois qu'Étienne est en train de taper, donc je vais pouvoir avancer le temps que la question arrive. Voilà, donc c'est un projet c'est une part, plus précisément qu'on propose avec la financière de l'échiquier, qu'on a ajouté dans quasiment, toutes les offres de nos clients début 2023. Donc, depuis janvier, nos épargnants peuvent investir dans ce fonds. Techniquement, comment ça se passe? C'est, pour chaque euro investi, à la fin de l'année, on fera le compte de l'empreinte associée à l'épargne qui a été investie dans ce fonds. On va du coup déterminer l'empreinte globale des investissements réalisés par les épargnants d'Epsor et du coup, on va contribuer à égale hauteur au financement de projets de décarbonation, encore une fois, au travers de cette compensation qui est de 0,75% des montants investis. Aujourd'hui, on travaille donc avec la financière de l'échiquier et Reforest Action, qui est un partenaire de premier plan, un partenaire français, labellisé Bicorp, qui a déjà enfin pas plusieurs milliers, mais plus de 1000 projets financés à son actif. Donc c'est un acteur largement établi et qui a fait ses preuves en matière de sélection et de suivi des projets financés. C'était hyper important pour nous d'aller sélectionner un partenaire de qualité, puisqu'aujourd'hui, en matière de contribution carbone, il y a beaucoup de choses qui se font, des choses bonnes et des choses un petit peu moins bonnes.
Hem, voilà, donc Reforest Action, c'est notre partenaire. Donc c'est un partenariat à 3 et voilà et fin d'année de du coup 2023 puisque c'est un fonctionnement a posteriori. On va faire le premier bilan de cette première année d'investissement. On va pouvoir déterminer le montant, d'épargne et du coup l'empreinte carbone et on va pouvoir aller sélectionner des projets à aller financer. On C'est une sélection qu'on veut, un peu en collaboration avec nos épargnants. Donc, on va mettre à contribution nos épargnants. L'idée, c'est qu'ils se retrouvent aussi dans les projets qui soient financés pour que ce soit vraiment une approche qui soit co-construite. Il y a une remarque, sur le chat, Hugo, de la part d'Étienne. On ne compense pas en plantant des arbres, mais on contribue en reforestant. C'est juste dire la même chose en évitant le champ lexical du greenwashing. On ne compense pas en plantant des arbres. Alors, encore une fois, préservation des écosystèmes forestiers, enfin, bon, pour revenir à la base, et c'est pour ça qu'on l'avait présenté un petit peu dans ce sens, le GIEC nous dit qu'on a deux moyens d'action. Celui qui aura le plus d'impact, c'est celui d'agir sur nos comportements actuels, d'agir sur, encore une fois, notre consommation en tant que citoyen, à l'échelle individuelle et en tant qu'entreprise, changer notre trajectoire, changer nos modes de production et cetera. Donc ça, on le sait, c'est le levier principal. L'idée, c'était de se dire: ce levier, il est déjà exploré au travers de la stratégie d'investissement qui a été proposée par, LFDE, d'aller investir dans ces fameuses 3 poches d'entreprises qui sont engagées à leur manière et auprès desquels la financière de l'échiquier effectue un suivi très exigeant et très précis. Et l'idée, c'est que le résiduel, le GIEC nous le dit quand même, on va avoir besoin d'aller financer ce genre de projet de puits, soit technologiques, soit biologiques. Je vois les je vois les réponses qui sont apportées au fil de l'eau, donc je m'arrête. Mais l'idée, c'est, qu'aujourd'hui, les projets de déforestation, enfin de reforestation et de préservation des écosystèmes forestiers, non seulement ça permet de préserver ce qu'on appelle des puits biologiques, existants, ça permet d'en recréer à des zones où ils ont pu, être détruits par le passé et c'est souvent ça nécessite des financements parce que, au-delà du coût que peut représenter, une reforestation ou une préservation d'un écosystème, très souvent, c'est des projets de destruction de forêt qui sont menés parce qu'il y a une alternative économique qui est plus intéressante pour les populations locales. Et l'idée, c'est pouvoir y associer aussi un côté économique et sociétal local pour que la question de la déforestation ne se pose plus dans la durée. Donc si, c'est quand même assez important de préserver les écosystèmes forestiers, dans la longueur. C'est pour ça qu'on a aussi choisi, un partenaire, reconnu pour sa encore une fois, pour sa sélection et son suivi, car on a conscience que la contribution carbone au travers, de planter des arbres, a pu être utilisée à tort et à travers, mais qu'on sait qu'avec un partenaire tel que Reforest Action, c'est pas le cas et qu'encore une fois, les retombées et le suivi des projets, sont faits dans la durée et permettent de s'assurer que l'argent qui est investi a effectivement les impacts qui étaient escomptés au début. Mais tout en ayant conscience et peut-être que je conclurai là-dessus, que ce n'est pas non plus une science exacte, que, les projets sont chiffrés, à la fois au moment où ils sont lancés, mais aussi dans le temps et que peut-être que les résultats qui sont apportés ne sont pas exactement les mêmes que ceux annoncés. Néanmoins, voilà, c'est quelque chose aussi qui s'est développé, plutôt récemment ou en tout cas qui est devenu un petit peu plus robuste d'un point de vue, méthodologique plus récemment. Donc on a relativement confiance dans ce partenaire qu'on a sélectionné et dans notre capacité à aller, nous-mêmes sélectionner avec lui et avec nos épargnants des projets qui font sens et qui apporteront effectivement les effets escomptés. Ah oui, OK, je vois. Étienne, je prends connaissance à l'instant de votre réponse. Désolé pour ces petits moments d'interruption. Hem, C'était à peu près tout cette nouvelle initiative. Elle vient illustrer un petit peu notre engagement en tant que partenaire, je vais y arriver, et les et la no notre gain de maturité aussi sur le sujet et le fait qu'on a vraiment envie de proposer des choses qui n'existent pas matériellement aujourd'hui sur le marché de l'épargne salariale. On a d'autres choses qu'on aurait pu vous montrer, mais l'idée, c'est qu'on avait un temps de parole un petit peu restreint, notamment l'outil Impact dont je vous parlais pour faire preuve de transparence auprès de vos épargnants et montrer ce qu'il y a dans le cœur du réacteur des fonds pourrait valoir une démonstration. On serait heureux de vous la faire. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter individuellement. C'est un outil qu'on pourra vous partager. On est aussi capable d'aller plus loin et c'est là que je vais laisser du coup la main à Elise pour clôturer un petit peu cette présentation. Merci Hugo et merci à tous pour, vos différentes, questions. On voit qu'on a des experts en face de nous et c'est toujours,
Un plaisir d'échanger avec vous. Donc, en guise de conclusion, on vous propose, ben, la question, «Et maintenant?» et comment aller plus loin? Si justement, nos différentes explications vous donnent envie, de challenger votre prestataire, d'aller creuser, d'aller, lever le capot comme disait Hugo. Et donc, on a volontairement mis être convaincu en tant que salarié, en tant que décideur ou en tant que citoyen. C'est vous, à votre niveau, si vous avez envie de faire, avancer les choses, qu'est-ce que vous pouvez, finalement, enfin, quelle est la stratégie et quels sont les différents leviers que vous pouvez, adopter? J'ai l'impression, en tout cas, que certains d'entre vous, sont assez sensibles à ces sujets-là et d'où votre présence aussi à ce webinaire aujourd'hui. Mais, n'hésitez pas et on rappelle souvent en rendez-vous, avec nos prospects ou aux clients que finalement, en tant que décideur, vous êtes également, épargnant. Donc, que le dispositif, a également un impact, au-delà de vos objectifs corporate, de la stratégie RSE, à laquelle vous devez, que vous devez nourrir, vous avez également, que ce dispositif a également un impact sur, votre épargne et sur les primes que vous allez placer. Donc c'est d'autant plus important d'être convaincu, sur ces 3 différents, niveaux. Pour être, convaincu, si certains sont encore, un petit peu sceptiques, on a différents outils qu'on peut vous mettre à disposition. Il y a ce simulateur qui a été, lancé il y a quelques semaines maintenant, par l'équipe Impact d'Epsor, qui vous permet, en renseignant quelques variables clés, d'avoir une estimation un petit peu plus fine que ce que je vous ai présenté en introduction sur, le dispositif, d'épargne salariale et retraite qui est en place dans votre entreprise. Donc, il va vous être partagé, à mon avis, par Maïté, je te le vois écrire, donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est très ludique, très pédagogique, ça vous donnera, un premier aperçu, concret. Et si vous souhaitez une source, externe, une autre source, qu'Epsor, on vous propose également ce simulateur sur, changedebanque.org, qui est un simulateur qui a été lancé par, Reclaim Finance, qui est une ONG, française, dirigée notamment, par, Lucie, Pinson, qui est un des prix Goldman de 2020, pour ceux qui connaissent, et qui milite justement, pour une justice, enfin une finance beaucoup plus en faveur, d'une justice sociale, climatique et cetera. Donc, assez aligné avec, ce que peut vous proposer Epsor, et c'est un simulateur qu'on a, pour le coup, bien étudié à notre niveau. Donc si vous voulez, l'utiliser, c'est, changedebanque.org, et vous verrez qu'il y a différents outils, différentes enveloppes d'épargne qui sont challengées, aussi bien des produits, individuels, donc vos banques, du quotidien, vos livrets A, vos assurances vie, mais également en tant que salarié, le dispositif d'épargne collective qui peut vous être, proposé par votre entreprise. Donc, hésitez pas à aller les consulter et à nous donner votre avis. On sera intéressés, mais nous, on a étudié de près ce simulateur. Donc si vous êtes convaincu en tant que salarié, décideur et citoyen, on vous conseille également d'aller sonder, vos équipes. J'en parlais tout à l'heure en conclusion de la partie d'Hugo, mais finalement, ce sujet, peut faire écho, dans bien des services, bien des équipes de l'entreprise, aussi bien au niveau, de vos salariés, au niveau, de vos élus. Je disais que c'était souvent un projet, de challenger son prestataire qui est porté, par les élus. J'ai plein d'exemples en tête, mais c'est souvent, voilà, un sujet assez, cohérent et un sujet assez apaisé dans le dialogue social, pour le coup, que de venir, challenger son prestataire d'épargne salariale, surtout pour, venir, répondre à des enjeux, beaucoup plus RSE. Donc, n'hésitez pas à leur demander, leur avis. C'est pas parce qu'ils vous font pas de retours spontanés qu'ils en sont satisfaits, loin de là. Donc, on vous conseille fortement d'aller chercher des feedbacks, et également, je me permettais d'ajouter 2 départements qui sont potentiellement moins intuitivement, impliqués dans ces réflexions, mais qui peuvent, l'être, on le voit de plus en plus, aussi bien côté, RSE, côté, achat, quand, les acheteurs sont très engagés dans le déploiement d'une politique, d'achat, responsable et cetera. Donc, il y a certes les équipes RH qui sont évidemment, en front line, sur ces sujets, les équipes finance également, mais finalement tous les salariés de votre entreprise, sont des épargnants, et leurs convictions peuvent potentiellement, tous, motiver un projet de challenge, de votre prestataire, ou même de changement. Donc, parlez-en autour de vous, vous serez, à mon avis assez surpris. Enfin, en tout cas, nous, c'est le retour d'expérience qu'on peut vous partager. Une fois donc que vous êtes accompagné dans votre réflexion et que vous avez un petit
petite équipe projet qui va pouvoir, vous accompagner à avoir un regard plus critique, sur l'existant et vous accompagner dans la réflexion de comment intégrer justement le dispositif dans votre stratégie RSE au sens large. On vous conseille de faire un diagnostic, de votre dispositif, donc avec votre prestataire, actuel, de venir, lui soumettre toute une liste de questions pour venir, challenger, tout le volet, RSE, impact, au diffé sur différents niveaux. Donc le premier qu'on vous suggère, c'est, évidemment, sans grande surprise et en toute cohérence avec la partie d'Hugo, de venir challenger votre prestataire sur les supports de placement qui vous sont proposés, donc les différents choix, de fonds que vous avez en tant qu'épargnant et sur lesquels vous pouvez placer votre prime. Donc, quels sont ces supports? Sont-ils labellisés? Si oui, quels sont les labels? On n'a volontairement pas, présenté l'éventail des labels qui sont sur le marché, mais entre un label ISR et un article 9, il y a de grandes différences et on pourra en reparler, mais c'est important d'avoir un regard critique, sur ce sujet-là. Et ensuite réfléchir aussi, dans l'utilisation de ce dispositif, quel est le pourcentage de vos encours qui est investi sur ces labels? Est-ce que vous pensez qu'on peut, aller plus loin? Comment favoriser, l'adoption, de ces fonds, pour, justement, orienter ou réorienter l'épargne de vos collaborateurs sur des fonds, plus engagés? Et ça me fait un lien avec, le deuxième bullet point que je vous soumets aujourd'hui qui est au niveau des outils. Quels sont les outils qui sont proposés par votre prestataire? Quel est le plan de communication qui est déployé en termes de webinaires, de fascicules et cetera? Et quel est le niveau de transparence et de pédagogie qui est proposé pour justement venir, offrir beaucoup plus de transparence, sur ce point? Et enfin, 3e point, en tant que partenaire, est-ce que votre partenaire, au-delà de son propre produit, de sa vision et de l'accompagnement, est-ce qu'il est lui-même un des meilleurs acteurs, sur ces sujets, RSE? Quelle est la politique RSE, de votre prestataire? Big Corp, entreprise à mission et cetera. Vous l'avez, compris, vous en avez rapidement parlé, mais il y a beaucoup de leviers à analyser. Donc est-ce que ce partenaire est cohérent aussi avec, la vision que vous en avez, notamment au niveau des achats? N'hésitez pas à les questionner. Je sais qu'Hugo, que tu voulais rajouter, quelques petits éléments aussi sur ce point, n'hésite pas à me couper, évidemment. Effectivement, bon, j'ai déjà beaucoup parlé sur le début de présentation, donc je vais faire très rapide. Mais, faire un diagnostic, sur les supports de placement, on en a fait un petit peu notre spécialité puisque, c'est, ça permet d'aller au-delà du manque de transparence un petit peu qu'on observe sur les marchés financiers, que ce soit encore une fois en matière d'indicateurs très financiers, mais aussi en matière d'indicateurs extra-financiers. C'est sur ce deuxième volet que le marché a encore le plus de progrès à faire, même si ça progresse avec les réglementations, récentes. Mais du coup, on a beaucoup travaillé sur des audits financiers, ce qu'on appelle des audits aussi extra-financiers, et on est sur le point de lancer pour nos clients, un rapport, B2B tout simplement, qui permet de mesurer l'impact de l'épargne de l'ensemble de mes salariés finalement, en regardant un petit peu où elle est placée, ce qu'elle finance, son empreinte, et tout ce genre d'indicateurs. Et du coup, c'est un outil qui est forcément précieux pour des dirigeants, d'entreprise, quel que soit le service, pour mesurer un petit peu, quelles sont les répercussions finalement cet outil qui est, très vertueux par ailleurs, mais qu'est l'épargne salariale. Quels sont les impacts que ça peut avoir sur l'environnement ou en tout cas sur le financement, d'entreprise. Donc on a à la fois un volet financier, extra-financier, et on s'apprête à lancer ce rapport, et on serait heureux si ça vous intéresse, d'aller aussi loin, sur votre gamme, même si votre gamme est à la concurrence, de mener ce genre d'analyse. Ça permet d'avoir, vraiment tous les éléments, en tout cas pour une prise de décision éclairée, et c'est un peu en ce sens qu'on l'a construit en tout cas. Merci Hugo. On est désolé, on voit qu'on est en train de gratter quelques minutes. On est très passionnés et très très bavards, mais on a presque fini et la dernière étape qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, c'est donc au-delà du diagnostic et une fois qu'il a été fait, si, vous identifiez, des axes d'amélioration, notables, on vous propose évidemment de venir, challenger votre partenaire et de benchmarker, les différentes, approches du marché. Elles sont nombreuses, et je pense que ça peut toujours être très intéressant, à vos différents niveaux, pour, engager d'autant plus votre dispositif et aller chercher même, plein d'autres aspects, sur l'offre, aussi bien en termes, tarifaires, qu'au niveau du service, de l'accompagnement, de la communication. Mais je m'arrête là parce que sinon on est reparti pour 1 heure.
Merci pour votre attention. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer des petites questions. On va rester connectés évidemment. J'en profite juste pour ceux qui doivent, partir, de vous, parler de ces 2 éléments à l'écran qui sont vos prochains rendez-vous, Epsor. Vous savez qu'on a une équipe, marketing, très très dynamique, très talentueuse qui sait, rythmer, tous ces différents, rendez-vous avec brio. Premièrement, le baromètre 2023, vous avez potentiellement dû le recevoir par mail. C'est un baromètre qui nous permet, de venir mesurer, les différents avantages, politiques de rémunération et cetera des entreprises et de vous en faire une restitution, chiffrée et analysée, assez complète. Donc n'hésitez pas à participer à l'enquête parce que ça vous permettra évidemment, d'avoir accès à cette restitution 2023. Et dernier point, et ensuite on repasse aux questions. On reçoit, Caroline, Roch, directrice Compenben Group de VP, donc vente privée, lors un épisode de l'addition, la semaine prochaine et qui va pouvoir, vous partager, sa vision de son métier de Compenben dans un groupe comme, VP qui allie, digital et logistique. Merci à tous, n'hésitez pas à vous y inscrire et on prend les dernières questions avec, grand plaisir. Pierre-Alexis, je vois qu'il y a des petits échanges, on en prend note. Exactement, je vois que Thomas est en train de répondre. Heu, Sachant que j'étais en train de bêtement, creuser pour, retrouver le fond et c'est marrant puisqu'on en a un qui me semble proche de celui-là, donc j'allais vous répondre, mais Oui, Thomas. on a le Amundi label, équilibre, mais pas, la variable solidaire. OK. Bon, en tout cas, Thomas il a répondu avec exactitude, donc j'ai l'impression, je fais un dernier tour, mais que ni dans l'onglet questions, ni dans l'onglet chat, il y ait de questions résiduelles à laquelle nous n'ayons pas répondu. Et c'est peut-être un sujet, enfin, juste un petit aspect intéressant, Pierre-Alexis. En effet, comme le disait Hugo, on va être amené, à sélectionner les fonds, qui nous semblent, pertinents, chez les différentes sociétés de gestion, de la place. Amundi fait évidemment partie des heureux, élus et de mémoire, voilà, c'est Amundi Label Équilibre qu'on a pu sélectionner, mais on pourra en reparler. Heu, c'est en effet une des variables, mais pas la totale qu'on a. Et par rapport à votre remarque, c'est vrai que vous citez le fonds Amundi, Action Immobilier. Ça, je me permets de faire une petite digression, mais qui est particulièrement bien noté, comme vous pouvez le voir, avec un score impact de 87 sur 100. Et ça s'explique, mais vous pourrez le découvrir si vous, prenez connaissance de notre étude de l'année dernière, sur le fait que les fonds immobiliers ressortent particulièrement bien, puisqu'ils sont souvent déjà engagés dans, heu, la transition, on va dire, des bâtiments de demain à haute efficience énergétique et cetera et que du coup, c'est une activité qui ressort, particulièrement bien d'après la méthodologie interne qu'on avait construite pour, cette étude-là. Et c'est pour cette raison que les fonds immobiliers, en particulier, sont plutôt bien notés. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Merci à tous. Merci Élise, surtout. Et Merci Hugo, et merci à puis tous. vous, comme le disait Élise, vous pourrez, reparcourir cette présentation et bénéficier du replay dès qu'on aura terminé. Merci pour, vos questions et votre enthousiasme et très bon appétit à tous. Au revoir.